Le passage. Louis Sachard. Première partie, vous entrez au camp du lac Vert. Il n'y a pas de lac au camp du lac Vert. Autrefois, il y en avait un, le plus grand lac du Texas. C'était il y a plus de 100 ans. Maintenant, ce n'est plus qu'une terre sèche, plate, désolée. Il y avait aussi une ville au lac Vert. La ville a dépéri et s'est desséchée en même temps que le lac et les gens qui y habitaient. En été, dans la journée, la température tourne autour de 35 degrés à l'ombre, quand on en trouve. Les grands lacs asséchés n'offrent pas beaucoup d'ombre. Les seuls arbres des environs sont 2 vieux chênes plantés sur la rive est du lac. Un hamac est accroché entre les 2 troncs et on voit une cabane en rondin un peu plus loin. Les campeurs n'ont pas le droit de s'allonger dans le hamac. Il appartient au directeur. L'ombre est sa propriété exclusive. Sur le lac, les serpents à sonnettes et les scorpions trouvent de l'ombre sous les rochers et dans les trous que creusent les campeurs. Voici une règle dont il est bon de se souvenir à propos des serpents à sonnettes et des scorpions. Quand on les laisse tranquilles, eux aussi vous laissent tranquilles. En principe. Être mordu par un serpent à sonnette ou piqué par un scorpion n'est pas la pire chose qui puisse vous arriver. On n'en meurt pas. En principe. Parfois, un campeur essaye de se faire piquer par un scorpion ou même mordre par un petit serpent à sonnette. Comme ça, il passera 1 ou 2 jours à se reposer dans sa tente au lieu d'être obligé de creuser des trous dans le lac. En revanche, personne n'a envie de se faire mordre par un lézard à taches jaunes. Ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. On en meurt dans de longues et terribles souffrances, à coup sûr. Quand on se fait mordre par un lézard à taches jaunes, il vaut encore mieux aller s'allonger dans le hamac, à l'ombre des chênes, parce que personne ne pourra plus rien faire pour vous. Chapitre 2. Le lecteur se demande sans doute qui donc aurait l'envie d'aller faire un séjour au camp du lac Vert. Mais la plupart de ces pensionnaires n'ont pas le choix. Le camp du lac Vert est destiné aux mauvais garçons. Si on prend un mauvais garçon et qu'on l'oblige à creuser tous les jours un trou, en plein soleil, il finira par devenir un gentil garçon. C'est ce que pensent certaines personnes. Stanley Yelnats avait eu le choix. Le juge lui avait dit « Ou bien vous allez en prison, ou bien vous allez au camp du lac Vert ». Stanley était né dans une famille pauvre. Il n'avait jamais fait de camping. Chapitre 3. Stanley Yelnats était le seul passager du car, sans compter le chauffeur et le gardien. Le gardien assis à côté du chauffeur avait tourné son siège pour faire face à Stanley. Il avait un fusil posé sur les genoux. Stanley était assis 10 rangées plus loin, menotté à son accoudoir. Son sac à dos était posé sur le siège d'à côté. Il contenait sa brosse à dents, un tube de dentifrice et une boîte avec du papier à lettres, des enveloppes et un stylo que sa mère lui avait donné. Il lui avait promis de lui écrire au moins 1 fois par semaine. Il regarda par la fenêtre bien qu'il n'y eût pas grand-chose à voir, surtout des prairies et des champs de coton. Il était parti pour nulle part, et le chemin était long. Le car n'était pas climatisé, et l'air chaud et lourd était presque aussi oppressant que les menottes. Stanley et ses parents avaient essayé de faire comme s'ils partaient simplement en camp de vacances pendant quelque temps, comme les enfants des familles qui avaient les moyens. Quand Stanley était plus jeune, il jouait avec des animaux en peluche en imaginant qu'ils étaient dans un camp de vacances. Il l'avait appelé le camp de la fête et des jeux. Parfois, il faisait jouer ses peluches au foot avec une bille, ou alors il leur faisait faire des courses d'obstacles ou du saut à l'élastique au bord de la table en les attachant à de vieux bouts de caoutchouc. À présent, Stanley essayait de se persuader qu'il allait pour de bon passer des vacances au camp de la fête et des jeux. Peut-être qu'il s'y ferait des amis, pensait-il, et au moins il pourrait toujours aller nager dans le lac. Chez lui, il n'avait pas d'amis du tout. Il était un peu trop gros, et les élèves du collège se moquaient souvent de son embonpoint. Même ses professeurs faisaient parfois des remarques cruelles sans même s'en rendre compte. Le dernier jour qu'il avait passé à l'école, son professeur de maths, Miss Bell, avait fait un cours sur les grandeurs proportionnelles. À titre d'exemple, elle avait pris le plus gros élève et le plus léger de la classe et leur avait demandé de se peser. Stanley pesait 3 fois plus que son camarade. Miss Bell avait écrit la proportion au tableau. 3/1. Sans s'apercevoir à quel point la situation était gênante pour tous les deux. Un peu plus tard, ce même jour, Stanley avait été arrêté. Il regarda le gardien, tassé sur son siège, et se demanda s'il s'était endormi.
L'homme portait des lunettes de soleil, Stanley ne pouvait pas voir ses yeux. Stanley n'avait rien d'un voyou, et il était innocent du délit pour lequel on l'avait arrêté. Il s'était simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ça, c'était la faute de son horrible, abominable vaurien d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons. D'après ce qu'on disait dans la famille, son arrière-arrière-grand-père avait un jour volé un cochon à une tzigane unijambiste qui s'était vengée en lui jetant un mauvais sort, à lui et à tous ses descendants. Bien entendu, Stanley et ses parents ne croyaient pas au mauvais sort, mais chaque fois que les choses allaient mal, ils étaient quand même soulagés d'avoir quelqu'un à blâmer. Et les choses allaient très souvent mal. Dans la famille, il y en avait toujours un qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Stanley contempla par la fenêtre l'immense paysage vide. Il regardait la courbure des fils de téléphone qui descendaient et remontaient régulièrement entre les poteaux le long de la route. Dans sa tête, il entendait la voix rude de son père lui chantonner doucement. Si seulement, soupire le pivert, l'écorce des arbres était un peu plus tendre, tandis que le loup est là à attendre, affamé et solitaire, en hurlant à la lune. Si seulement, si seulement. C'était une chanson que son père avait l'habitude de lui chanter. La mélodie était douce et mélancolique, mais le passage préféré de Stanley, c'était quand son père chantait le mot lune en imitant le hurlement du loup. Le car passa sur un nid de poules et le gardien se redressa aussitôt, les sens en alerte. Le père de Stanley était inventeur. Pour réussir dans ce métier, il faut 3 qualités: l'intelligence, la persévérance et un tout petit peu de chance. Le père de Stanley était intelligent et possédait des trésors de persévérance. Une fois qu'il s'était lancé dans un projet, il y travaillait pendant des années et passait souvent des jours et des nuits sans dormir. Mais il n'avait jamais de chance. Et chaque fois qu'une de ses expériences ratait, Stanley l'entendait maudire son horrible, abominable arrière-grand-père voleur de cochons. Le père de Stanley s'appelait également Stanley Yelnats. Son nom complet, c'était Stanley Yelnats III. Notre Stanley, lui, s'appelait Stanley Yelnats IV. Tout le monde dans sa famille avait toujours été très attaché au fait que Stanley Yelnats s'écrivait de la même façon, de gauche à droite et de droite à gauche. Aussi était-il de tradition de prénommer tous les garçons Stanley. Stanley était fils unique, comme l'avaient été les autres Stanley Yelnats avant lui. Ils avaient tous quelque chose d'autre en commun. En dépit de leur terrible malchance, ils gardaient toujours de l'espoir. Comme aimait à le dire le père de Stanley, l'échec m'apprend beaucoup. Mais cela faisait peut-être partie du mauvais sort. Si Stanley et son père n'avaient plus eu d'espoir, ils auraient moins souffert chaque fois que leurs espoirs étaient anéantis. Les Stanley Yelnats n'ont pas tous connu l'échec, faisait souvent remarquer la mère de Stanley, lorsque son père ou lui se montrait si découragé qu'il commençait à croire véritablement à l'existence de ce mauvais sort. Le premier des Stanley Yelnats, l'arrière-grand-père de Stanley, avait fait fortune à la bourse. Ça prouve qu'il n'était pas si malchanceux, assurait sa mère. Lorsqu'elle disait cela, elle omettait de mentionner le malheur qui avait frappé ce premier Stanley Yelnats. Il avait en effet perdu toute sa fortune en quittant New York pour aller s'installer en Californie. La diligence dans laquelle il voyageait avait été dévalisée par Kate Barlow, une femme hors-la-loi surnommée l'Embrasseuse. Sans ce triste épisode, la famille de Stanley aurait vécu au bord de la mer, dans une somptueuse villa californienne. Au lieu de cela, ils étaient entassés dans un minuscule appartement qui sentait les pieds et le caoutchouc brûlé. Si seulement. L'appartement avait cette odeur parce que le père de Stanley essayait d'inventer un moyen de recycler les vieilles chaussures de basket. « Il y a des fortunes à faire dans le recyclage des vieilles baskets, disait-il souvent. C'était ce dernier projet en date qui avait conduit à l'arrestation de Stanley. La route n'était plus goudronnée et le car cahotait de plus en plus. En fait, Stanley avait été très impressionné en découvrant pour la première fois que son arrière-grand-père avait été dévalisé par Kate Barlow, l'Embrasseuse. Il aurait préféré sans aucun doute habiter sur une plage de Californie, mais il était quand même appréciable de compter dans la famille quelqu'un qui avait été attaqué par un célèbre hors-la-loi. Kate Barlow n'avait pas embrassé l'arrière-grand-père de Stanley. Il aurait trouvé cela encore plus flatteur, mais Kate n'embrassait que les hommes qu'elle tuait.
En l'occurrence, elle s'était contentée de lui voler tout ce qu'il avait et de l'abandonner seul au milieu du désert. Il a eu de la chance de survivre, avait aussitôt fait remarquer la mère de Stanley. Le car ralentissait. Le gardien s'étira en poussant un grognement. « Bienvenue au camp du lac vert, dit le chauffeur. Stanley jeta un coup d'œil à travers la vitre sale. Il ne voyait pas de lac. Et il n'y avait pas grand-chose de vert.